Allez, on quitte l'univers de la retraite pour passer dans l'univers du non-coté, même si naturellement il y a des liens, puisque vous vous rappelez qu'avec la loi Industrie Verte, on a désormais l'obligation de mettre du non-coté dans les allocations d'actifs d'épargne retraite. Avec nous, Paul Moreno-Blosseville, président d'Opale Capital. Paul, vous venez nous voir régulièrement dans cette émission. Je voudrais donc, pour commencer, qu'on parle un peu du marché. Par rapport à la première fois, les taux d'intérêt à long terme ont fortement augmenté. En quoi ça impacte le monde du non-coté aujourd'hui ? En fait, ça l'impacte de façon très forte. Ce qu'il faut se dire, c'est, de façon très schématique, un fonds de private equity détient ces entreprises pendant environ 5 ans et va bénéficier ou pas d'un environnement à la sortie qui est plus porteur qu'à l'entrée. Avec des taux d'intérêt qui montent, vous avez un environnement qui est financièrement moins porteur à la sortie qu'à l'entrée. Donc les sorties sont plus compliquées. Les sorties sont plus compliquées. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise est détenue en moyenne 6 ans avant sa cession. C'était plutôt 4 ans il y a encore 2-3 ans. Donc c'est une augmentation considérable de la période de détention en portefeuille. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a du mal à faire les sorties. Okay. En fait, ça se voit dans les chiffres de façon consolidée. Aujourd'hui, on a une baisse des sorties, mais un effondrement du nombre de sorties. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une concentration sur quelques très belles sorties, et puis après, plus rien ne se passe. Alors ça, on est en train de regarder la sortie, c'est-à-dire pour les investissements qui ont été faits auparavant. Oui. Est-ce que les délais se rallongent aussi au niveau de l'entrée, c'est-à-dire au niveau de la collecte ? Alors, et c'est tout à fait corrélé. Hein. C'est un institutionnel qui reçoit moins de distribution, en fait, il a moins à redéployer. Et en fait, ça se constate. Ici, la métrique qui est clé, c'est le nombre de mois qu'un fonds met à lever son fonds. Aujourd'hui, on est à 26 mois en moyenne. Ça, c'est des chiffres qui nous viennent des banques d'affaires. Là où, il y a encore 2 ans, on était plutôt à moins de 18 mois, 15 à 17 mois. Ok, donc une augmentation considérable d'une période de levée de fonds. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est très polarisé. En fait, vous avez à peu près la moitié des fonds qui mettent plus de 2 ans à lever. Et en fait, vous avez encore quelques fonds qui mettent 6 mois ou moins à lever. Alors, ça m'amène à une question. Comment va Opale Capital ? Alors, Opale Capital, finalement, se bénéficie de notre lecture du marché qui date déjà de longtemps. Alors, on rappelle, filiale de Tikehau Capital. On est une filiale de Tikehau Capital et en fait, ceci nous donne une lecture du marché qui est assez pointue et assez précise. Et nous, ça fait déjà 3 ans qu'on dit que le paradigme économique a changé pour les fonds de private equity et qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement sélectif et finalement adapter ses critères au nouvel environnement. Nous, c'est ce qu'on a fait et pour l'instant, on en bénéficie puisque aujourd'hui, nous, d'un point de vue des levées, en fait, nos levées se portent très bien. On est en hausse. À la date d'aujourd'hui, on a levé 71% de plus que ce qu'on avait levé l'année dernière à la même époque. On avait déjà fait x2 par rapport à l'année précédente. Donc, on a une dynamique qui se tient. Et du point de vue des sorties, nous, on a plusieurs fonds qui ont déjà fait plusieurs sorties. Donc, on a effectivement eu une lecture du marché qui nous permet de viser les fonds qui se portent bien. Alors, question par rapport à ça. En encours aujourd'hui, ça pèse combien ? Alors, Opale, on est à près de 400 millions. Ok. Quand vous avez débuté, donc votre logique, c'est de sélectionner des stratégies pour les proposer à des clientèles privées. Au début, il y en avait une. Aujourd'hui, peu ou prou, vous avez combien de stratégies dans ce que vous proposez dans le marché actuel ? Alors, il y a plusieurs façons de classifier ça, mais je dirais qu'on a 4 stratégies. 3 qui sont très défensives et une qui est plutôt offensive. Ok, on va les regarder si vous le voulez bien. Je reprends un de nos anciens échanges où on avait parlé d'une stratégie, c'était le secondaire. Ça nous ramène au sujet des difficultés de cession de parts. On en avait parlé, c'était après le Covid, oui, où vous m'aviez dit le secondaire, on a lancé quelque chose là-dessus, c'est formidable, parce que il y a des investisseurs institutionnels qui sont stressés par la situation des marchés, par leur ratio réglementaire, qui sont un peu vendeurs forcés. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous faites encore du secondaire ? Alors, on fait toujours du secondaire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la situation a évolué. À l'époque, effectivement, c'était des questions de ratio réglementaire qu'il fallait absolument tenir et qui faisaient que les institutionnels étaient des vendeurs forcés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les institutionnels continuent à être des vendeurs forcés, mais pas pour la même raison. En fait, la raison aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont une faiblesse de distribution et qu'ils cherchent à maintenir une discipline de s'engager dans des nouveaux fonds tous les ans.
Et en fait, donc, ils veulent faire rouler leur position, donc grosso modo, ils ont besoin de sortir leurs anciennes positions parce qu'il n'y a pas de cession qui leur envoie du cash. C'est exactement ça. En fait, ils ont besoin de reconstituer leur trésorerie, et pour reconstituer leur trésorerie, en fait, il n'y a pas 12 000 moyens. Il faut revendre des positions. Le type de décote qu'on a aujourd'hui, quand vous achetez, c'est combien? On est, pour la plupart, on est à plus de 20% de décote encore maintenant. Ok. Et l'objectif, le TRI du produit qui est aujourd'hui commercialisé, il est escompté à combien? On tourne aux alentours de 15-16%. Ok. Net. Donc ça, c'est du défensif. Ça fait partie des défensives. Ouais. Ok. Deuxième sujet, nous sommes le 2 septembre. C'était donc hier. J'ai reçu un communiqué de presse. Opale Capital lance un nouveau fonds de dette privée. Quesaco. Alors, dans la dette privée, on va avoir plusieurs compartiments. La dette privée de type direct lending, c'est le compartiment le plus sécurisé. On va viser ici de la dette senior, donc c'est-à-dire la dette qui se fait rembourser en premier, quoi qu'il arrive. Et donc, si jamais il y a des problèmes et il y a des défauts, en fait, on a énormément d'actifs à utiliser pour pouvoir rembourser. Donc, c'est une stratégie qui est très défensive par nature, en fait, par ce côté dette senior. Et là-dessus, en fait, nous, on a sélectionné 3 acteurs qui ont en moyenne, on a Tikehau Capital, notre maison mère, on a Blackstone et on a Ares. Donc 3 acteurs qui sont là depuis longtemps et qui peuvent témoigner d'un track record où ils ont justement réussi à gérer des pertes de façon extrêmement efficace. Ok, ça veut donc dire que dans votre offre, désormais, vous mettez plusieurs acteurs au sein d'un même produit. À l'origine, c'était plutôt un produit, un acteur. Là, vous avez évolué là-dessus? Alors, on a évolué dans le sens où on a les deux opportunités. On a des feeders, donc avec un seul acteur, et on a des fonds de fonds, toujours très resserrés. L'idée, en fait, c'est le fonds de fonds nous permet une grande souplesse dans les stratégies auxquelles on peut accéder. Et le feeder, pour le coup, il va être intéressant quand, par exemple, il s'agit de conserver un avantage fiscal que le fonds qu'on a sélectionné détient et qu'on ne peut pas conserver avec un fonds de fonds. Ok, vous m'avez dit 4 fonds, vous m'avez dit 3 défensifs. Ça, a priori, c'est défensif, ça rapportera... L'objectif, c'est quoi? Je rappelle, objectif de performance non garanti, etc. Celui-là, le fonds de dette privée? On vise ici un TRI de 9% net. Ok. 3e fonds défensif, puisque vous m'aviez dit qu'il y en avait 3. 3e fonds défensif, c'est un 2e segment de la dette privée, qu'on appelle, nous, le crédit tactique, ça s'appelle aussi crédit opportuniste. C'est un segment de la dette privée qui va justement aller, en fait, financer des situations qui sont bloquées. En fait, dans ce système, il y a énormément de situations bloquées. Soit parce que vous avez une rigidité liée au format des investissements, soit parce que vous avez une rigidité liée à une incapacité de prendre une lecture économique réelle de la situation. Donc vous allez par exemple aller financer des remises au pot pour des LBO qui sont déjà actifs depuis quelques années et où les 2 sponsors en equity et en dette sont arrivés au terme de ce qu'ils peuvent investir. D'accord, donc ça c'est potentiellement plus court et assez rentable parce Exactement. Que grosso modo on apporte l'argent dont on a besoin, donc on peut le faire payer. Exactement. Et en fait l'avantage c'est vous n'êtes pas en train de prendre un risque supérieur puisque vous êtes en train de financer des situations qui se passent bien, qui se passent même trop bien par rapport à ce qu'on est capable de financer. Ok, objectif? Objectif ici on est plutôt entre 13 et 15%. Ok. Maintenant, vous m'avez dit qu'il y avait un fonds offensif. Donc vous m'aviez dit que votre lecture du marché depuis quelques années, c'était de dire valait mieux jouer le défensif. Si malgré tout, je suis offensif, vous me proposez quoi? Si vous êtes offensif, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'investir dans des fonds qui ont pris l'habitude d'investir avec un très faible effet de levier en private equity. Pourquoi c'est important? C'est qu'ils ont appris à obtenir leur performance non pas par de l'ingénierie financière, mais par ce qu'ils sont capables d'apporter opérationnellement aux sociétés en portefeuille. Et donc, ils ont développé un savoir-faire qui, dans notre lecture de l'avenir, paraît très adapté, parce que, comme je le disais, il faut plus compter sur le fait que les sorties se fassent dans des conditions financières plus favorables qu'à l'entrée. Et donc, à partir de là, en fait, seule la performance opérationnelle va permettre d'obtenir des multiples d'investissements intéressants. J'ai commencé par vous poser une question sur l'état du marché. Je vais vous poser une question sur la réglementation du marché. Il y a un produit dont on parle beaucoup sur le développement du non-coté, c'est LTIF 2.0. Comment vous jugez ça? Vous regardez ça, vous vous dites qu'il faut démocratiser le non-coté, vous vous dites que c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est quoi votre regard sur le sujet? Alors notre regard, c'est on n'est pas opposé à l'utilisation de LTIF. On pense que c'est une évolution réglementaire qui a beaucoup de mérite. Mais en fait, il faut absolument être conscient qu'un LTIF evergreen
va intégrer énormément de mécanismes qui vont avoir pour effet de diluer la performance pour les investisseurs. Donc, la démocratisation, via ce type de véhicule, va forcément se faire au détriment de la performance. Donc, on vous parlait d'investissements qui visaient 15% sur du private equity institutionnel. Ces véhicules ne peuvent pas viser une performance comme ça. Et donc, il faut juste en être très conscient et se dire que un véhicule Evergreen LTIF 2 va viser probablement en dessous de 10% de rendement et que ce sera structurel. Ok. Merci beaucoup Paul Moreno-Blosseville d'avoir été avec nous. On quitte l'univers du non-coté et on passe tout de suite au journal décalé de Georges Lataille.